Balkanisation. Ce terme est le plus récurrent, le plus présent dans la mythologie politique congolaise. C'est le chiffon rouge. La hantise que l'on agite à chaque fois qu'il y a des troubles à l'intérieur d'un territoire pour signifier que cela va diviser le Congo et à terme arriver à la séparation et à l'indépendance de certains pays. Nous devons ce terme particulièrement à Emery Patrice Lumumba qu'il avait évoqué en juillet 60 après la sécession du Katanga pour dire qu'il existerait un plan de balkanisation du Congo. Et depuis, on le répète machinalement, on se sert parfois justement de cette sécession, il est vrai, soutenue par le Katanga, pour dire que cette balkanisation serait à l'avantage de l'Occident, etc. Mais on oublie souvent que c'est les Nations Unies qui ont combattu pour que cette sécession, combattu avec les armes et au feu, pour mettre fin à cette sécession. Mais à bien y réfléchir et dans le fond, la balkanisation du Congo n'existe-t-elle pas déjà, n'est-elle pas déjà là de fait? Car en réalité, les provinces du Congo qui sont très éloignées de la capitale, particulièrement celles du nord, de l'est et du sud, sont des provinces qui sont habituées à vivre en autarcie, tournant complètement le dos à Kinshasa, si ce n'est Kinshasa qui ne leur tourne le dos, parce que la présence de l'État y est très faible et eux, pour vivre, vivent en autarcie. Ils n'importent rien de Kinshasa, ils n'ont besoin de Kinshasa en rien. Lorsqu'ils ont besoin des services tels que l'éducation, l'enseignement supérieur de qualité, aller dans une école, dans une université d'État bien dotée, ils vont envoyer leurs enfants aller étudier à Kampala, au Rwanda, à Bujumbura et dans les autres pays environnants. C'est la même chose lorsqu'ils ont besoin des services de santé de qualité avec de grands hôpitaux où on peut trouver des scanners, où on peut trouver du matériel que les hôpitaux de province qu'ils sont n'ont pas. Ils vont aller là-bas. Ils ont également besoin d'eux pour tout ce qui concerne l'exportation de leurs produits, qu'il s'agisse de produits agricoles, même des minerais, et même les minerais d'État ne passent pas par Kinshasa ou le port de Matadi. Ils vont plutôt passer par la Zambie, par le Rwanda très légalement, et ils vont également passer par l'Ouganda et d'autres États autour. Ils en ont besoin également pour leurs importations de farine, de médicaments, de pièces détachées, de véhicules, de motos. Tenez, ce qui concerne les véhicules par exemple, la conduite à gauche est la conduite à gauche est très rare, c'est-à-dire que la conduite quasi universelle aujourd'hui, c'est plutôt la conduite à l'anglaise qui domine là-bas, parce que la plupart des pays qui les entourent sont des pays anglophones et qui ont adopté cette conduite à l'anglaise. Et donc, ça montre encore une fois le fossé qui les sépare avec Kinshasa. Et cette balkanisation est de fait et elle est réelle. Finalement, qu'est-ce qui lie ces territoires avec le Congo? Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. On envoie un gouverneur, oui, on élit des députés qui vont représenter là-bas, oui, mais dans la vraie vie au quotidien, ils n'ont pas besoin de Kinshasa et Kinshasa le leur rend bien parce que les pays sont sous-administrés. Vous mettrez du temps pour trouver un commissariat de police, du temps pour pouvoir trouver un tribunal, c'est compliqué. Mais pourquoi c'est Kinshasa qui se plaint le plus de cette balkanisation partie